Bonsoir, bienvenue sur TV5 Monde pour notre escapade hebdomadaire dans l'univers apaisant de la légèreté, de la belle ouvrage et du rêve. Vous allez voir, cet Orient Express va nous mener à bon port, sommaire. Premier arrêt chez les meilleurs fleuristes de la capitale pour y composer les beaux bouquets de la Saint-Valentin. Nous ferons ensuite escale dans l'atelier d'une créatrice de bijoux qui fait de son art une philosophie de vie. Terminus, tout le monde descendra à 3000 mètres d'altitude dans un chalet ultra cosy et très privé. À 2 jours de la Saint-Valentin, je vous emmène courir les meilleurs fleuristes de Paris parce que dire ses sentiments avec des fleurs, c'est quand même un peu plus joli et puis on peut aussi trouver des idées originales. Mignonne, allons voir si la rose, qui ce matin t'avait éclose, ces vers empruntés à Ronsard, maître de la poésie française classique, sont plus que jamais au goût du jour à Paris. Capitale des amoureux, symbole depuis toujours de l'amour éternel et de l'engagement passionné, la rose, dans tous ses éclats, vibre au cœur des plus beaux bouquets. Personnellement, moi, ce que j'aime, c'est une rose charnue, hein, un peu l'opulence, la richesse. Hein. Une rose qui va s'ouvrir totalement, ce qui n'est pas toujours vrai, qui ne soit pas trop rigide dans sa présentation. Alors déjà dans la forme du pétale, bien sûr, mais la couleur, évidemment. Hein, les reflets, les nuances, très important. Et puis la tenue, évidemment. Comme une toile. Vous avez un tableau, vous passez devant un tableau, vous ne l'avez pas vu. Vous passez devant un tableau, vous vous arrêtez, vous êtes surprise, vous le remarquez, c'est gagné. À l'art pictural, ces jolis bouquets empruntent toute la rigueur de la composition, celle des matières comme celle des teintes et des couleurs. J'ai fait un mélange de fleurs qui sont un peu hors saison, prunus, spirée et des viburnum opulus avec des roses parfumées, Nami Blue. Hein, c'est important le parfum dans les bouquets. Donc là, on a l'opulence, c'est qu'à le dire, de opulus. Et puis les couleurs assez extraordinaires avec de la Mona Lisa dans des couleurs lit de vin, là, c'est sublime ça. J'ai composé un bouquet à base de roses dans les blancs et verts, dans un côté un peu printemps. C'est toujours facile, c'est toujours très demandé, ça plaît beaucoup. Donc je vais mélanger rose, frésia, parce que ça se marie bien, viburnum. Un air de printemps en février pour cette composition tout en nuances ivoire ou la promesse d'un amour naissant qui survivra à la prochaine belle saison. Pour la Saint-Valentin, il est évident qu'on peut refaire ce bouquet exactement similaire mais tout en rouge. Alors il faut l'imaginer avec des roses rouges, odorantes, du frésia un peu rouge-orangé très parfumé, des renoncules rouges. Voilà, donc on aura un bouquet très Saint-Valentin. Impératrice au royaume des fleurs, la rose a aussi son palais, on devrait dire son temple. Ici, c'est une autre reine des nuits parisiennes qui lui voue un culte particulier. Et ce n'est que justice quand on sait que la rose était déjà l'objet de toutes les attentions en Chine et en Perse il y a plus de 3000 ans. C'est la fleur intemporelle qui existe depuis toujours. On dit que le bon Dieu, il a créé l'homme et la femme, et puis il a créé la rose après. Donc je pense que c'est une fleur, je crois que c'est un mot, la rose, c'est comme plein d'autres mots comme amour. Tout le monde le connaît et tout le monde sait ce que c'est qu'une rose. Nous, de toute façon, on fait que des roses parce que c'est une fleur qui mérite d'avoir un écrin, tellement il y a de variétés. Ici, on fait très attention aux dégradés de rouge, d'orange, de rose, de pastel, de blanc, même des dégradés de blanc, ça existe, parce qu'il y a plusieurs variétés de roses blanches, par exemple, et qui font, quand on les met ensemble, on voit que c'est pas le même blanc. Donc c'est très subtil. Donc celle-là, c'est une rose qui s'appelle Fine de Champagne, qui est très jolie, très joufflue comme ça. On dirait un peu du papier crépon, comme celle-là d'ailleurs, qui s'appelle Scarlett, qui est un peu sa petite sœur, mais en rose, donc c'est pas tout à fait la même chose. Et puis il y a celle-là que je trouve magnifique, qui fait très 18e, parce que quand elle s'ouvre comme ça, elle a des couleurs absolument insensées. Elle s'appelle Hélios. Et voilà ce que ça donne, c'est un enchantement. Hélios, une rose solaire au tempérament de feu qui tient son nom de l'astre du jour, pourtant une rose parmi tant d'autres, parmi les 3000 variétés répertoriées à ce jour, toutes issues de quelques 200 espèces de rosiers réparties en 4 sous-genres. On dirait que c'est un endroit de rêve, comme ça, avec que des roses, c'est un écrin pour cette fleur-là qui le mérite bien d'ailleurs. Et puis, voilà, on fait des bouquets magnifiques pour chaque occasion. On entend des jolies histoires, donc c'est assez agréable.
dire avec des fleurs rime avec d'autres couleurs, le temps est venu de donner un petit coup de pouce à Dame Nature et d'inviter la haute technologie dans ce bal enivrant des teints et des senteurs. C'est cette fois la tulipe qui tient le premier rôle, mais une tulipe passée par la cabine de maquillage avant d'entrer sur scène, l'occasion de nouvelles révélations. L'idée était donc de maquiller ces tulipes et de leur apporter une apparence complètement irréelle, tout en gardant leur propre sens de la fleur. Et j'ai donc osé créer un petit colorant avec des petits mélanges savants de colorants alimentaires et de proposer donc à ces tulipes de boire cette petite solution, et la nature en fait après un résultat qui est complètement extraordinaire. Tout est permis et en plus on a un éventail qui est presque sans fin, je dois dire, puisque dans toutes ces couleurs, qu'elles soient uniques ou quand on les mélange toutes, on a des résultats complètement surprenants. Et évidemment, bien sûr, un jour, la personne décide d'avoir des fleurs dans la couleur de ses yeux. Et bien, même si la nature, des fois, fait bien les choses, on peut rajouter à cette nature et l'aider à rendre les fleurs encore plus surprenantes. Ni la durée de vie de la fleur, ni son parfum, si elle est odorante, ni sa robustesse, on va dire, n'est absolument pas altérée. Y aura-t-il danger pour notre amie la rose de se voir détrônée? Ça reste quand même la fleur de l'amour, mais c'est aussi un message, je dirais, de tendresse, d'amitié. Ça enrobe, je dirais, plein de domaines. Qu'importe le pourquoi, qu'importe la couleur, ce qui fait sens, c'est l'échange, et là encore, tout est histoire de cœur. Saint-Valentin ou non, les fleurs, on aime. Certaines préfèrent les bijoux, suivez mon regard. Nous avons rencontré Patricia Lemaire, une artiste dont le travail rare nous a vraiment intéressés. On partage ? Explorer et tenter de définir la frontière ténue entre l'objet bijou et l'objet sculpture, tel est le chemin en création emprunté par Patricia Lemaire. Dans son atelier de Clamart, vêtue de son tablier noir et le chalumeau à la main, cette femme artisan mène sa quête autour du rapport existentiel entre le corps et l'objet. Une recherche qui fait d'elle la maîtresse du bijou pièce unique, celui que toutes vos amies vous envient. Je suis à cheval sur le bijou et la sculpture, dans ma façon de le vivre. Le bijou, c'est une de ses fonctions, c'est aussi de parer le corps. Alors, parer, c'est un mot à double entrée, hein. C'est autant mettre en beauté que défendre. Donc j'en ai joué aussi d'ailleurs dans mon travail par moments, où en fait certaines pièces devenaient soit des armes, soit des carapaces. En tout cas, il y avait quelque chose de cet ordre-là. Mais pour le coup, oui, effectivement, un bijou, c'est un objet de décoration du corps aussi. Mais c'est pas que ça. C'est aussi un objet d'expression pour le créateur. Et en fait, c'est là où ça peut rejoindre justement un objet d'art. C'est que ce n'est pas qu'un objet de décoration pour le corps qui va le porter, c'est également, ou avant tout, un objet d'expression. Donc on va y mettre des choses qui sont importantes, on va se mettre en réaction, ça peut être des réactions politiques, ça peut être un parti pris social, ça peut être un jeu sur le corps dans l'espace, mais ce n'est pas limité en fait à un exercice esthétique. Même engagement du côté des matériaux. C'est un inventaire à la Prévert, de l'argent aux queues de cerise, de l'or à l'os, en passant par les coraux ou les pics d'oursin. C'est très très rare que j'ai eu à utiliser des pierres dites précieuses. D'ailleurs, les pierres précieuses en tant que telles, je ne les ai jamais utilisées. Ça ne correspond pas aux besoins de mes pièces. Mes pièces n'ont pas besoin de ces pierres-là. Et le jour où elles en auront besoin, très certainement, ça sera soit sous forme de pied de nez, soit la matière dite précieuse sera détournée. Donc personnellement, je préférerais vraiment utiliser un diamant brut et du sucre candi. Le sucre candi de mon enfance, celui qui était cubique, ou enfin, en forme de cube, et qui était relié par des ficelles. Pour moi, ça, c'est quelque chose du rêve. Et ça transporte. Le diamant brut ne peut me transporter que parce qu'il ressemble à du sucre candi, ou l'inverse. Mais un diamant taillé, moi, ça me fait pas rêver. Vraiment pas. Peut-être que c'est trop sophistiqué, effectivement, ce diamant taillé. Mais j'adorerais travailler avec des diamants bruts. Vraiment. Surtout si personne sait que c'est des diamants. Cette volonté de se démarquer en pratiquant le détournement de bijoux a permis à Patricia de multiples collaborations avec les grands noms de la mode et de la haute couture.
Bien souvent, il y a une histoire et la pièce, en fait, c'est une proposition pour illustrer le propos ou pour être narrateur à ma place, en fait. C'est une méthode de travail ou un mode de fonctionnement, un besoin aussi de passer par l'objet pour dire les choses. Je peux aussi écrire, mais je ne suis pas écrivain. Donc, il y a des pièces qui n'existent que par l'écriture dans mon travail. Donc j'ai de nombreux cahiers, donc ça fait partie aussi des projets. Alors est-ce que ça sera 20 ou pas, j'en sais rien, mais je sais qu'il y a des pièces qui n'existeront que par le texte, donc qui existeront sous forme de recettes ou de modes d'emploi. Mais jusqu'à présent, en tout cas, c'est quand même l'objet qui me permet de m'exprimer. Cette pièce, elle s'appelle Picor. Elle a été faite à partir de la bouche de mon mari lorsqu'il me fait un bisou. Donc en fait, j'ai fait un travail photo de la bouche en déformation. J'ai en fait travaillé à partir de cuivre émaillé rouge. Donc c'est ce fil que j'ai mis en œuvre avec une technique d'ouvrage de dame. En fait, il y a une espèce de sphère à l'arrière avec cette bouche à l'avant. Donc ça correspond à peu près à l'intérieur de la bouche avec le dessin des lèvres qui est en fait souligné par ce tour qui est fait en fil d'argent. Donc la seule partie vraiment métal précieux, c'est juste le tour des lèvres, comme si on avait mis un gloss. Pour cet ancien élève des arts appliqués de Metz et des arts décoratifs de Strasbourg, la vocation du bijou n'est donc pas forcément d'être porté, à tel point d'ailleurs que plusieurs de ses créations seront exposées en mars à Pékin chez le tailleur de jade Junyi Wang ou à la galerie pékinoise Nicolas Favard. Les honneurs du métier, en plus d'une reconnaissance à l'international, tout cela n'entame nullement une certaine philosophie de la vie et une sagesse d'esprit sur son art que d'aucuns pourraient méditer. J'ai pas de valeur, je ne sers à rien, il n'y a rien qui justifie que je fasse ce métier si c'est pas pour faire ce que je fais justement présentement. Je me lève le matin, j'ai pas besoin qu'on me fouette pour venir travailler. Je suis heureuse de travailler le matin et j'ai du mal à m'arrêter le soir pour aller chercher mes enfants. Enfin, je suis vraiment en joie et en joie, c'est jouir aussi. Enfin, ça me donne du plaisir. C'est pas facile, c'est pas un métier facile physiquement, nerveusement. Il y a de l'échec. On construit aussi sur ses échecs, donc j'apprends beaucoup parce que j'échoue souvent. Mais c'est ce qui justifie d'être là, vraiment. Et je me dis, si je ne fais pas mes pièces, personne ne les fera. Elles n'existeront pas. Et nous de conclure que si Patricia Lemaire n'existait pas, il faudrait sans doute l'inventer, tant la charge poétique de ses créations nous a séduits. Rendez-vous du 25 avril au 29 mai à l'occasion de la grande exposition qui lui est consacrée à l'Espace Talent rue Scribe à Paris. Soyons romantiques jusqu'au bout, je vous propose de visiter un chalet d'exception, esprit grange, grand chic, feu de cheminée, la montagne et la neige, tout pour rêver. Bien caché au cœur de Courchevel, le chalet Ormello fait partie de ces refuges cosy pour lesquels le mot luxe a tout d'un pléonasme. Cette annexe d'exception, du palace Les Hérelles tout proche, est avant tout le temple du savoir-faire plaisir, mais en version privative, un raffinement de chaque instant proposé en mode discrétion. Nous avons agrandi certaines parties du chalet, nous avons apporté beaucoup de choses pour le confort, pour la réception des futurs clients. Donc on a créé une cuisine professionnelle par exemple, avec des réserves. On a créé les pièces de confort, comme on l'a vu tout à l'heure, avec le jacuzzi, pour le côté ludique le soir et le côté détente. Et après, toute la partie mobilier, toute la partie tissu, toute la partie décoration a été complètement revue, si vous voulez. Ce chalet des merveilles est aussi un modèle de technologie, celle dont pince une jeunesse assez privilégiée. On a gardé un côté contemporain, parce que c'est vrai qu'il y a quand même cette image contemporaine au niveau du chalet. Et on voulait quand même garder une trame par rapport aux Hérelles, avec quelques ajouts de meubles anciens, donc de meubles qu'on a chinés, de meubles qu'on a fait faire, avec un côté un petit peu plus calme qu'aux Hérelles, dans le sens où au niveau de tout ce qui est tissu, tout ce qui est voilage, on est dans des lins, nous sommes dans des voilages de coton, donc pour apporter une fraîcheur
par rapport au chalet, parce qu'on est entouré de vieux bois, donc où il y a une entité qui est là, et on voulait lui donner quand même une note d'oxygène supplémentaire par rapport aussi à l'extérieur. On est au pied des pistes, et pareil, à l'entrée, il y a le ski room. Donc que ce soit au départ ou que ce soit à l'arrivée, vos chaussures sont chaudes, vos casques, vos gants, tout est fait vraiment pour le confort. Un îlot de luxe au pied des pistes. Les suites sont conçues pour restituer l'atmosphère chaleureuse des bergeries locales d'autrefois, revues quand même par un décorateur. C'est un chalet de 1000 m² qui offre 9 chambres avec divers étages qui passent par les espaces détente. Un espace hors du temps recréant l'idée d'un chez-soi loin de chez soi. Ici, une équipe dédiée de 15 personnes veille au bien-être pour une vingtaine d'autres, autant dire qu'ils sont aux petits soins. Notre chalet, nos murs sont privatisés à titre exclusif pour un seul et même client. Donc vraiment le but essentiel pour nous, pour nos hôtes, être dans l'esprit, je dirais, convivial et familial. Un esprit de famille, une vraie convivialité que l'on retrouve aussi dans l'assiette, car côté cuisine, le luxe, c'est aussi faire montre d'une vraie simplicité. Nous avons une tradition, je dirais une cuisine traditionnelle qui va être vraiment dans la notion de plaisir pour nos hôtes. Je pense que l'art culinaire est un plaisir avant toute chose, donc il est bien sûr important que le client se sente davantage à l'aise en préparant ces petits plats, un petit peu les petites recettes de grand-mère ou des choses de la sorte, mais également qu'il puisse se détendre, donc d'où l'intervention de notre chef professionnel. Un chef aux petits oignons qui, en plus de distiller avis et conseils, n'hésitera jamais de mettre la main à la pâte. Dans un premier temps, au début du séjour de nos hôtes, on propose un listing pour présenter les diverses choses qui seront mises à leur disposition. Tout ce qui est donc viande blanche, rouge, divers types de légumes, les éventuelles allergies également que l'on peut déceler au travers de ce petit questionnaire, si je puis dire, et qui va permettre, au travers de cette sélection faite par, en général, madame, permettre de mettre en place des dîners et des déjeuners, des menus qui soient à la hauteur de leurs attentes. Si madame désire recevoir quelques convives et faire ses petites recettes miracles, secrètes, voilà, la présentation peut se faire également en cuisine traditionnelle avec, je dirais, une mise en place qui est faite au préalable par le chef en cuisine professionnelle. Lancer les invitations, faire la conversation et pouvoir passer le flambeau, ni vu ni connu, à un professionnel en cuisine, c'est une autre déclinaison de ce luxe façon comme à la maison. Côté décoration, les esthètes apprécieront le travail de rénovation de l'architecte Christophe Tollemer, qui met au jour le bois naturel presque grisé des colombages. Ce qu'on aime bien, si vous voulez, c'est le côté mélange des meubles, des objets de déco. Toujours avoir l'impression que c'est une maison qui a vécu. On a ses souvenirs, parce que chez nous, personnellement, on a toujours des souvenirs. On peut avoir un mélange d'objets et c'est essayer de transmettre à chaque fois cette ambiance. Donc encore une fois, respect donc, de ce bois ancien qui fait la caractéristique de cette pièce et du chalet en règle générale. Donc ce qu'on a voulu apporter, c'est une association de mélange de pièces anciennes, type les fauteuils que vous avez derrière, les petites tables que nous avons chinées chez les antiquaires à Saint-Ouen. Donc, et pour apporter un côté contemporain à l'ensemble, donc nous avons fait des apports de cuir, type cette tête de lit, qui elle aussi est bordée de gros clous que l'on va retrouver en bordure des oreilles du fauteuil. À chaque fois, il y a un lien, il y a une histoire qui se suit. Vous allez retrouver une marqueterie à l'avant, des pieds sculptés, il a une bonhomie, il est accueillant par rapport à une certaine raideur, et les deux finalement s'associent très très bien. Comme s'associe dans l'harmonie le chaud et le froid, jusque dans le jacuzzi extérieur. Pour nous, on n'a pas besoin d'un luxe éclatant de matière, c'est des clins d'œil au passé et à ce que nous vivons aujourd'hui. Des clins d'œil qui ont un prix, celui du tout privatif, c'est tout dire.
Le hic, c'est que ce bonheur commence à partir de 100 000 € la semaine. Je vous souhaite de les trouver. Merci de nous avoir suivis. Merci à la Maison La Ligue de nous avoir accueillis à bord de cet Orient Express. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours sur TV5 Monde, ou si vous souhaitez nous revoir sur tv5mondeplus.com. En attendant, voici notre coup de cœur, puisque le luxe est une histoire de cœur, et aujourd'hui, plus que d'habitude. Au revoir. Ce shopping Saint-Valentin avec les bagues délicates de Yo et S, la créatrice Lucia Arotti a imaginé un ruban d'or jaune, d'argent ou d'or rose qui enveloppe un cœur de pierres précieuses, une façon de déclarer sa flamme sans faux pas. Cette saison des amours marque le retour de la rose Ems, ses créations vivantes, ses feuilles en pétales de boucles d'oreilles pour cacher en leur cœur une bague née d'un bourgeon pendentif. Trouver chaussure à son pied, ce n'est pas s'adonner seulement aux quêtes amoureuses. Le bottier parisien, Walter Steger, le sait bien, il le dit avec des fleurs. Pour les hommes, les boutons de manchette les plus originaux sont à la maison du bouton de manchette. L'amour est censé durer toujours, Piaget le prouve avec sa rose, la Magic Garden pavée de 112 diamants. On aime à la folie. Delphina Delettré s'est toujours touchée en plein cœur.